Avant de commencer ce podcast, Les Fous du Volant dédient cette vidéo à Antoine Hubert pour qui nous avons une pensée particulière. Ce jeune pilote français de 22 ans a perdu la vie dans un tragique accident samedi après-midi lors de la course 1 de Formule 2 à Spa-Francorchamps. Jeune espoir du sport automobile français, vainqueur à Monaco et au Paul Ricard cette année avec l'équipe Ardennes, il était promis un brillant avenir. Ce drame rappelle à quel point le risque zéro n'existe pas en sport auto. L'équipe des Fous du Volant a tout de même décidé de tenir l'enregistrement de ce podcast et nous le commencerons par un hommage à Antoine et nous reviendrons sur sa carrière. Cet épisode et tous les prochains seront dédiés à lui, sa famille, dont sa maman Nathalie et son frère Victor qui étaient présents lors des minutes de silence, ses proches et ses fans. Bon visionnage et bonne écoute à tous. Les Fous du Volant, saison 1, épisode 5, sous un contexte bien particulier, vous l'aurez compris, mais on a tout de même décidé de tourner ce podcast, et avec moi, une équipe de dingue. D'abord, Thomas. Salut Thomas. Salut. Également à mes côtés, Sofiane. Salut Sofiane. Salut. Également, il est revenu, Naël. Salut Naël. Salut Vince, salut à tous. Et puis nous accueillons de nouveau dans notre équipe des Fous du Volant. D'abord, salut Ricky. Salut. Alors, comme tu es nouveau, je vais te poser la question habituelle. Depuis quand es-tu fan de Formule 1 et quel est ton pilote préféré? Je suis fan de Formule 1 depuis 2007-8 et mon pilote préféré c'est Sébastien Vettel. Eh bien, bienvenue parmi nous. Et puis également, le deuxième nouveau, c'est Kevin. Salut Kevin. Bonjour à tous. Et puis également, je vais te demander quel est ton pilote préféré et depuis quand tu as commencé la Formule 1? Alors moi je suis la Formule 1 depuis 2004-2005 Ouais. et mon pilote préféré c'est Lewis Hamilton. Et en tout cas, bienvenue à toi dans notre équipe. Merci. Au sommaire de cet épisode bien spécial, vous l'aurez compris, on rendra hommage à Antoine Hubert suite à ce qui s'est passé ce week-end à Spa-Francorchamps. On reviendra sur sa carrière. Ensuite, nous reviendrons sur le Grand Prix de Belgique. On essaiera quand même de vous divertir. C'est le principe, c'est de vous divertir en ces temps difficiles. Donc nous reviendrons sur le week-end belge. Et également, il y aura le Grand Prix d'Italie. On se projectera sur Monza avec des stats et le tracé, et puis les pronos, comme d'habitude. Allez, jingle. On commence cet épisode avec, évidemment, le tribute lap dédicacé pour Antoine Hubert, qui nous a quittés malheureusement durant ce week-end de Spa. C'était pendant la première épreuve de Spa-Francorchamps, dans ce terrible accident qui lui a coûté la vie à 22 ans. C'est dire à quel point c'est tellement triste. Il était très très jeune et c'était c'était un espoir du sport auto français. J'aimerais qu'on fasse un petit tour d'honneur, un petit tour de table sur vos pensées pour lui et on va également parler de l'accident. Je te lance Thomas sur le sujet. Déjà, hommage à toute sa famille, on lui dédie cet épisode s'il nous écoute. Oui. L'accident, malheureusement, il est tragique parce qu'on est dans un virage à l'aveugle. Ça part à la faute devant lui, il doit essayer d'éviter, il tape le mur, il revient en pleine piste. C'est tragique et ça nous rappelle à quel point ce sport est dangereux et à quel point malheureusement le risque zéro, pour essayer d'améliorer la sécurité, le risque zéro, il n'existe pas. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous voulez... allez-y, je vous donne la parole pour Antoine. Qui veut la prendre? Je peux en parler vite fait. Voilà, comme l'a dit Thomas, effectivement, c'est un accident qui est tragique et qui nous bouleverse puisque on n'est plus habitué aux morts
dans le sport automobile et surtout en Formule 1, Formule 2 et Formule 3. Mais voilà, c'est des événements qui nous rappellent à quel point c'est des sports qui sont dangereux, puisque on a des voitures qui sont lancées à des vitesses folles et on peut avoir des accidents dramatiques à chaque course. Et les pilotes savent ce pourquoi ils signent. Et voilà, c'est ce genre d'événement qui nous le rappelle. Mais voilà, encore une fois, on doit donner nos condoléances à la famille d'Antoine Hubert, qui était un pilote extrêmement talentueux, qui était peut-être un des plus gros potentiels français. Mais voilà, encore une fois, accident dramatique et ça doit nous rappeler que même en, en ayant des nouvelles normes de sécurité en sport automobile, ça reste extrêmement dangereux. Sofiane, est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Déjà, mes condoléances à toute sa famille, ses proches. Et ensuite, accepté pour tout le monde. Et tout a été dit par rapport à l'accident, donc voilà. Ricky? Déjà, comment dire, je suis vraiment mais désolé pour sa famille. C'est une épreuve pas facile à endurer. Après, tout a été dit sur son crash et on va dire que c'était un pilote qui avait beaucoup d'avenir en Formule 1. Il avait été champion de GP3 l'an dernier. Il avait gagné 2 courses sprint, une à Monaco, une en France. Il avait montré de très belles choses et je pense que s'il serait encore vivant aujourd'hui, il aurait pu montrer de très belles choses dans le futur. Voilà. Kevin? Bah, tout a été dit auparavant déjà. Sa famille, qui ça doit être le plus dur à vivre. Et on perd un très très gros espoir français. C'est Bon, en tout cas, Antoine Hubert, né le 22 septembre 1996 à Lyon, champion en titre de GP3 Series, 2 victoires cette année en F2, Monaco et le Paul Ricard, 8e du championnat, membre de la Renault Sport Academy depuis 2008. Il a commencé le kart à 7 ans. Il compte 21 victoires en sport automobile, allant de la F4 FR à la F2. Il a été d'ailleurs champion de France de F4. Et c'était le dernier champion des GP3 Series, puisque ça a été remplacé par la F3. Pour Alain Prost, c'était un pilote réfléchi, mature et intelligent. Je pense qu'on peut s'aligner là-dessus sur ce qu'il a dit. Oui. Oui, complètement. Voilà, c'est énormément tous les pilotes, toute la communauté F1 s'est mobilisée. Sport automobile. Tout le sport automobile, que ce soit en F1, en Europe, aux WEC. États-Unis, partout. Ouais, c'est exactement, même en IndyCar. Ça touche toute la communauté du sport auto. Ouais, c'est vrai que ça a touché. Ben voilà, ça a fait voilà, un grand hommage à Antoine Hubert. Il y a eu des minutes de silence. Il y a eu également voilà, le tour 19 du Grand Prix avec ce grand applaudissement. C'était vraiment très très beau. Et puis la victoire de Charles Leclerc qui complète le tout en termes d'hommage. Donc, et toutes les voitures étaient munies d'un autocollant Racing for Antoine, donc c'était très très beau. Le monde de la F1 Oui. a bien fait son taf. Le monde de la F1 a bien rendu hommage. C'était joli à voir. Oui, c'était très 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 beau. Là, j'ai une question juste avant qu'on enchaîne. Antoine Hubert, vous le voyez, vous l'aurez vu dans le volant de la Renault après 2020, après le contrat de Daniel Ricciardo, une fois qu'il aurait été fini. On s'aligne sur le fait qu'il avait un contrat garanti. Bah, un contrat garanti, je sais pas. Tu vas peut-être un peu vite en besogne, mais Ça aurait été fort possible, quoi. Ouais, voilà. Il avait une place en F1. Après, chez Renault, je sais pas, mais il avait une place en F1, oui. Oui. Bon, en tout cas, on dédicace, comme on l'a dit, on lui dédie cet épisode ainsi qu'à sa famille, les proches et les fans. Mais comme on vous l'a dit dans les Fous du Volant, on vous l'a dit sur Twitter également, on va essayer de vous divertir, de vous offrir le meilleur épisode possible à vos côtés. Et on va tout de suite passer au Grand Prix de Belgique. C'était quand même un week-end riche en émotions, mais il y a eu également des choses et on va enchaîner avec ce week-end. Jingle!
Spa-Francorchamps, le Grand Prix de Belgique, c'était ce week-end avec, voilà, hein, comme on vous l'a dit, une ambiance particulière. Des qualifications, on va peut-être pas y revenir sur les qualifications finalement, vu que c'était, voilà, hein, on s'est aligné sur le fait que Spa-Francorchamps c'était un circuit pour Ferrari et ils se sont alignés en qualification avec, voilà, hein, Charles Leclerc en pole, Vettel deuxième, une ligne 100% Ferrari. On peut quand même Il y a pas eu revenir trop de 2 secondes sur les qualifications. 2-3 trucs quand même à retenir. C'est les bonnes performances des Renault en Ouais, qualification, exactement. malgré des pénalités. Et au final, une séance de qualification qui a été assez chamboulée vu toutes les pénalités moteurs. Ce qui fait qu'on a eu des pilotes qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. On pense à Albon notamment. Et on a eu aussi des performances assez médiocres en qualification des Toro Rosso qui a contrasté avec leurs performances en course sur lesquelles on reviendra après. Ouais, ça prouve que Toro Rosso peut pas être encore au top 4 comme on l'avait évoqué à mi-saison. Oui. Mais ça va mieux quand même. Enfin, on va parler de la course après, mais même globalement pour Honda, c'est les qualifs qui font défaut. Et c'est la course qui va mieux et c'est ce qui manque à Toro Rosso, c'est les qualifs. En course, ça a été mieux aussi, oui. Mais justement, je vous propose qu'on passe immédiatement à cette course et là j'ai envie qu'on évoque le premier tour de ce Grand Prix avec un départ excellent des Ferrari et malheureusement là je vais te lancer là-dessus Sofiane, je suis désolé mais Max Verstappen il a connu un départ catastrophique et cet accrochage avec Kimi Raikkonen et ce crash à l'eau rouge, là j'ai envie que tu sois le premier et tu m'en excuseras mais bon c'est bien normal. Qu'as-tu C'est pensé normal. de ce départ? Le départ quasiment dans la lignée de tous ceux d'avant. Et ensuite, il fait une erreur, quoi. Depuis longtemps, mais bon, il nous a rappelé qu'il pouvait en faire aussi. Mais c'était un humain, c'est pas un extraterrestre. Et erreur au premier virage, puis ensuite il a essayé de continuer, mais c'était pas possible. La suspension était cassée et dans les Tech Pro. Donc voilà, c'est une erreur. Vu ce qu'il nous a fait, voilà, c'est dommage pour le championnat, mais bon, voilà, c'est une erreur. Bonne. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce départ un petit peu là, de ce départ un peu chaotique? Je veux bien revenir dessus par rapport à Verstappen. Je pense que c'est pas vraiment comme avant. Je pense qu'il y a quand même une évolution dans les erreurs de Verstappen qui sont d'ailleurs plus rares. Je pense que sur le coup, je pense que beaucoup de pilotes auraient pu faire cette erreur. Et c'est une erreur de jeune pilote au final qui aurait peut-être pas été fait par un pilote d'expérience comme un Vettel ou un Raikkonen qui tout simplement a mal jugé en fait la trajectoire de Kimi qui lui se calque sur le vibreur et du coup lui Max voit un intervalle et rentre dedans assez bêtement. Donc au final c'est une erreur qui est pas dramatique mais qui fait que c'est ce genre d'erreur qu'il doit essayer d'éliminer et d'éviter pour justement aller chercher le championnat à l'avenir. Mais encore une fois, bon, c'est dommage parce qu'il était dans une belle progression. Mais c'est ce genre d'erreur qu'il doit essayer d'éviter et de ne pas vouloir se jeter sur tous les intervalles. C'est vrai qu'on peut s'aligner là-dessus. Ça Thomas, ressemble à son départ de 2016. Ah, c'est pas ici même. C'était à peu près la même erreur qu'il avait fait entre les deux Ferrari à l'époque. C'est ça. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est à peu près pareil, on va dire. Ouais. C'est une erreur Du qui même style, on doit. va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est une erreur qui doit gommer et globalement, c'est tous les départs des moteurs Honda qui doivent être améliorés. Même si en Hongrie, c'était pas mal, mais c'est les départs qui entraînent. C'est le mauvais départ qui entraîne cette erreur. Donc, maintenant qu'on a évoqué le premier tour, là, on va évoquer la course tout simplement. On va évoquer ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de choses finalement, de bons dépassements, la stratégie des Ferrari, Alors, on peut déjà peut-être commencer par parler de Norris qui, Ouais, c'est sur le vrai. premier tour, fait un excellent départ et réussit à passer pas mal de monde et qui se retrouve cinquième. par Et 11e d'ailleurs, et derrière, à la fin du premier tour, il est 5e. Ouais, il est ça cinquième c'était grâce vraiment à un son très beau départ. départ. Magnifique, À ouais. noter aussi au premier tour, Ricciardo
qui se fait harponner par Stroll et qui fait un 2 roues, je crois. C'est pour Il passe au éviter. stand, je crois. Hein? Il est obligé de passer au stand, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. C'est Il ça. repasse au stand, ouais. Et après, du coup, il met les médiums. Non, oui, médiums pour aller jusqu'à la fin de la course, il met du coup. Ouais, en plus, ouais, c'est exactement. Euh, là, j'aimerais qu'on évoque un point vraiment, c'est vraiment, comment dire, c'était remarquable. La course des Red Bull et des Toro Rosso, là, à part Mm, mm, Verstappen, mm. Voilà. c'était Pour vraiment, le coup, ça voit enfin, ça démontre encore ce qu'on voyait sur les derniers Grands Prix. Le rythme de course des Red Bull et des Red Bull est très bon. Albon, il a fait ce qu'on attendait que Gasly n'avait pas fait, c'est-à-dire il a mis un peu d'agressivité pour faire ses quelques dépassements dans le peloton, mais sans en faire trop non plus. C'est ça. Ricciardo est superbe. Et les Toro Rosso, bon rythme de course. Gasly et Kiat arrivent à arracher quelques points. Bon tir groupé. Donc, franchement, très bon week-end malgré tout. Même s'il n'y a pas Verstappen, mais très bon week-end malgré tout. Bah, d'un côté, en plus, on sent un Gasly qui est revanchard. D'ailleurs, C'est ça. c'est quelque chose qui fait plaisir parce voilà, on sent qu'il a été touché dans son ego. Et au final, la décision qui a été quand même pas mal critiquée de pas vouloir faire confiance plus longtemps à Gasly, bah, au final, je pense que c'était une bonne décision. Et on a vu quand même, sans se mentir, que Albon est largement meilleur que Gasly. Voilà, c'est quelque chose il faut pas se cacher. Albon qui a eu une pression monstrueuse parce que voilà, il arrive dans un baquet où Gasly avait échoué et on lui demande de faire mieux que Gasly. Et c'est vrai qu'il a la pression en étant thaïlandais par rapport aux propriétaires, etc. Et il a que quelques courses pour faire ses preuves et garder son baquet. Et il arrive à garder la tête sur les épaules et à faire une course solide avec des très bons dépassements. Voilà, c'est ce qu'on a demandé à Gasly depuis le début de saison et qu'il n'a pas su faire à une seule course au final. Remonter le peloton avec une Red Bull, ça devrait être quelque chose de classique et c'est quelque chose que Verstappen a fait souvent et que Albon a réussi à faire et que Gasly n'avait pas réussi à faire. Après, pour en revenir, je pense que Albon est meilleur sous pression que Gasly sous pression parce que je pense que Gasly se mettait un petit peu trop de pression chez Red Bull, qui fait que du coup, il n'était pas très agressif sur, par exemple, en Hongrie, il passe tout le premier relais derrière les deux McLaren et Raikkonen. Je pense que ça, Albon les aurait doublés facilement, on va dire. Donc, Mais je pense. de toute façon, Dis-moi. si on écoute les radios de Gasly, on voit que c'est un pilote qui est assez nerveux. Et du coup, on peut se dire qu'au final, quand quelque chose va pas dans son sens, il peut avoir tendance à perdre ses moyens et du coup à perdre sa concentration et à être moins bon. Et c'est ce qui pourrait expliquer il avait du mal chez Red Bull à être dans le rythme des voitures devant. En parlant là, on va revenir sur Albon. Alexander Albon, donc, qui a disputé son premier Grand Prix chez Red Bull. Et là, il a fait quand même forte impression, vous m'en direz. Il est parti 17ème. Il est 10ème à partir du 15e tour. Il dépasse donc Kevin Magnussen. Il y a un magnifique dépassement sur Daniel Ricciardo au 35e tour. Et à la fin, le move sur Sergio Perez, qui est incroyable. Là, j'ai vraiment eu des frissons. Qu'est-ce que vous en avez pensé là, Bah, de ce move? De la course d'Alexander Albon, bah, tout simplement. déjà, il finit cinquième à la meilleure place où vous pouvez finir, vu les rythmes de course et de qualif. Donc ça, c'est très bien, parce qu'en partant 17e, circuit on peut doubler, c'était pas gagné. Après, sa course, comme on l'a dit, hein, il a pris son temps, mais il a eu suffisamment de doses d'agressivité pour doubler Ricciardo, pour doubler Pérez, son déplacement sur Pérez dans le dernier tour est magnifique aussi, hein, parce qu'il faut aller le chercher celui-là. Et il a apporté ses cojones, comme on pourrait dire. Et donc très bon travail d'Albon. Faudra confirmer sur la suite, mais en tout cas, ce qu'il a montré sur sa première chez Red Bull, c'était impressionnant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette course magnifique de Albon? Je pense qu'on a déjà fait le tour. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant de revenir sur les... Ah, si je peux parler sur Albon, Vas-y. c'est ce que Gasly n'a pas fait en 12 en fait, et c'est ce qu'on demandait à Gasly de faire.
pourquoi pas aller faire un podium, et il le fait pas. Et à la place, Gasly se crache, et à la différence, Albon, il double Ricciardo propre, même si Perez l'a un peu poussé sur l'herbe. Tout le reste, Même l'a bien poussé. et D'ailleurs, voilà, c'est ce qu'on lui demande, et il fait 5, c'est ce qu'on lui demande en fait. d'ailleurs, il l'a bien poussé, mais quand même, il n'y a pas eu de pénalité finalement. Et voilà, c'est ça en fait. Et On c'est est ce dans que la Bert, nouvelle philosophie de la FIA. Ouais, Oui, c'est vrai. c'est appréciable. Oh, voilà, ça fait c'est plaisir. globalement ce que j'avais à dire sur Albon, et il me tente de voir Max et semble pas à Monza parce que Verstappen va prendre des pénalités, mais à Singapour. Eh bien, maintenant qu'on a évoqué les Red Bull et les Toro Rosso, ah si, peut-être un mot à dire. Les Red Bull et les Toro Rosso, pardon, disposaient quand même de l'aspect 2 du moteur, Mm. si je me trompe pas. Et il me semble que c'était Kiat qui avait la 4, la nouvelle donc, qui arrivera à Monza si je me trompe pas. C'est fort. C'est très fort ce qu'ils ont montré la Honda pour ce week-end, même si c'était pas forcément au rythme des Ferrari et des Mercedes. Vous me direz, Non, mais c'est ce plutôt pas mal. sera- Bah, et Ouais, mais on savait qu'il était devant Renault déjà. Mais ouais, Ouais, c'est c'est pas, sûr. c'est pas mal, mais bah, il y a, après, y a rien de surprenant, quoi. Honda, ils ont extrêmement bien travaillé. En plus, Moi, là, Red Bull, ils ont un châssis que tout le monde envie. Donc, finalement, c'est assez logique qu'ils soient. Vas-y, Sofiane. pardon. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui. Déjà, l'aspect 2, c'est normal de rouler avec l'aspect 2, même si bon, c'est un peu bizarre de rouler avec une spécification inférieure à celle qu'on a déjà. Mais c'est parce qu'en fait, sur les 5-6 dernières courses, comment dire, Honda a trop tiré sur le Spec 3, donc il y a eu quelques problèmes de fiabilité, notamment aux essais libres 1 et 2 avec Verstappen. Du coup, ils sont repartis à l'aspect 2. C'était Albon, Gasly et Max qui avaient l'aspect 2. Il n'y avait que Gasly qui avait la 4. L'aspect 2, ben, ça fonctionne et c'est devant Renault, quoi. Donc, ben déjà, c'est très inquiétant pour Renault. Ah ouais, en plus, là, Renault, ils ont connu un Grand Prix difficile aussi. En Hülkenberg, qualification, vas-y. qualification, ça allait, mais ils ont pris 5 places. Oui, 5 places chacun. Changement d'éléments moteurs. Et il a été foutu Ah des ouais. premiers tours grâce à Stroll. 9e, et c'était compliqué quand même. Au-delà de Renault, le moteur Renault a pris cher aussi parce que ils perdent Sainz sur un problème technique, ils perdent sur un problème moteur. Donc même sur le plan de la fiabilité, ils ont été en difficulté ce week-end. Bien. Eh bien, Si on peut parler de fiabilité aussi, on peut parler de Mercedes. Normalement, La fameuse Spec 3, c'est ça? ouais, c'est ça. pardon. Ouais. Spec 3, c'est qui casse les blocs? J'ai plus le nom en Et tête. Kubica, il y Ouais, c'est a ça. Perez Et aussi. Perez, ouais. Ouais, Perez. Et il y a Perez. eu une alerte pour Stroll aussi. Ah ouais. Avec, il disait à la radio que ça sentait le bruit, donc Ah, mais étonnamment, faut ce genre savoir de aussi. problème, ça n'arrive pas en course, visiblement. Ouais, mais Tiens. ça, c'est la fiabilité à l'allemande, ça fonctionne Bah, pas en essai, et puis ils hop, prennent moins ça de y est. risques peut-être aussi en course. Ouais, je pense Et aussi. c'est ce qu'a dit Toto Wolff par rapport à la vitesse de pointe de Ferrari, c'est-à-dire que Mercedes, ils avaient peur de peser le moteur, du coup, ils ont baissé un peu en puissance. C'était la victoire en fin de course, parce que s'il y avait eu quelques chevaux en plus durant la course, peut-être que Hamilton aurait été meilleur, mais bon. En tout cas, ben, c'était quand même un chouette week-end pour Red Bull et pour Toro Rosso. Et puis, bon, les Mercedes, comme on l'a dit, hein, de toute façon, en termes de moteur, c'est à peu près ben, les meilleurs, tout simplement. Là, j'ai envie qu'on passe à la stratégie des Ferrari. Parce que là j'ai envie qu'on parle d'une chose qui, personnellement, ça m'a énervé. Mais au final, Ouais. j'ai compris, tu vois. Au final, j'ai compris. Je me suis dit, bah voilà, hein, Charles Leclerc qui gère la course, qui va aller chercher cette Mm. victoire pour Antoine.
Mais là, il y a un truc qui m'a saoulé. Je vais vous le dire, je vais expliquer le contexte. Donc c'est Ferrari, c'est Sébastien Vettel qui donne comment dire, le premier pit stop au 16e tour. Ensuite, il est devant, donc parce que Charles Leclerc va s'arrêter au 22e. Et là, au 26e tour, Vettel qui reçoit cet appel radio laisse passer Charles. Et là, c'est pas que voilà. Après, bon, on connaît Ferrari pour leurs consignes d'il y a plusieurs années. Mais voilà, est-ce que Sébastien Vettel là, juste à partir de ce week-end, est-ce qu'il vient pas de se dire qu'il est le pilote numéro 2? Ah, oui, oui, je pense. On va dire que il avait déjà été. Non, enfin, on va dire que sur ce week-end, Leclerc était plus rapide que Vettel. Donc, du coup, Ferrari a fait la strat pour Leclerc et pas pour Vettel. Ils ont utilisé Vettel comme un Bottas, par exemple, pour bloquer Lewis pendant 3 tours, je crois, quand Lewis se passe après. Donc, et sans Vettel, après, Leclerc, je pense, gagnait pas la course parce que fin de course, Leclerc ses pneus étaient morts, encore une fois. Ça, c'est encore un défaut qu'il doit faire, enfin, qu'il doit soigner. Mais après, Vettel est le pilote numéro 2, je pense, et il a dû se rendre compte sur cette course, oui. Ça. Bah, moi, je suis en partie d'accord avec Ricky. Moi, je pense pas que Vettel soit encore numéro 2, mais je pense que disons que c'était une question d'opportunité, on va dire. Ferrari avait pas gagné cette saison. Leclerc était le mieux placé, était plus rapide, alors que Vettel il était même pas sûr d'être devant Hamilton. D'ailleurs, il finit derrière les deux Mercedes. Donc, au final, ils se sont dit, jouons la carte Leclerc, assurons le coup, gagnons, et on va se servir de Vettel pour gagner. Provoqué, ouais. Après, moi, je rejoins Thomas sur le fait que Vettel aurait pas pu, je pense, tenir la victoire en restant devant. Mais aussi, je pense que dans la tête de Vettel et dans la tête de la plupart des gens chez Ferrari, c'est assez clair que Leclerc est désormais le premier pilote parce que les performances de Vettel sont bien trop insuffisantes. On attendait quand même de lui en début de saison, au vu des performances de la voiture en Espagne, à ce que Vettel aille chercher le championnat, en tout cas à y jouer le championnat, et on entendait que ce soit un peu le mentor de Leclerc qui est un très jeune Ouais, pilote. mais Et je pense qu'au final, il a pris un ascendant. Et je pense que ça, c'est assez clair chez Ferrari que l'avenir, c'est Leclerc et que Vettel, voilà, on compte beaucoup moins sur lui. Et maintenant, il va venir essayer d'aider Leclerc à devenir l'avenir et à aller chercher des victoires. Mais ce qui m'a vraiment saoulé par contre, c'est à partir du 32e tour. Donc là, on est au 32e tour. Hamilton, donc, qui dépasse Vettel avec des pneus morts. Vettel il ira donc s'arrêter deux tours après. Mais je pense, à mon avis, qu'il aurait dû s'arrêter dès que Hamilton était dans les rétros. Parce que c'est déjà les pneus sont morts. Et voilà, là, il se retrouve derrière les Mercedes, il termine 4ème du Grand Prix. Il aurait pu assurer le doublé, je pense. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais... Je pense pas. Pourquoi Vettel aurait quand même pas fini sur le podium, je pense, parce que donc Ferrari, leur gros problème, c'était le deuxième secteur. Parce que naturellement, enfin, la Ferrari est née avec pas beaucoup d'appui. Et donc ils ont changé quelque chose qui rendait l'arrière pas stable. Et c'est quelque chose que Leclerc aime. Donc ça, c'est selon un article d'un journal allemand. Donc Auto, Motor und Sport. Désolé pour ceux qu'on fait espagnol LV2, mais bon voilà. Et c'était la seule manière pour Ferrari de gagner en fait. C'était d'abord la victoire et après pourquoi pas le doublé. Mais le doublé, il fallait sacrifier Vettel pour gagner avec Leclerc parce que Vettel n'était pas du tout confortable dans sa voiture à cause des changements effectués par à l'inverse, était était meilleur avec ses réglages, donc ça fonctionnait bien plus pour lui. Et du coup, il fallait que Ferrari stoppe Vettel en tout début. Il savait forcément que Hamilton allait buter sur Vettel et qu'il fallait que Vettel bloque Hamilton pour faire gagner du temps à Leclerc. Et c'est au vu de l'écart à la fin de la course, c'est ça qui a fait gagner Leclerc, je pense. C'est Ferrari. C'est pas tout le temps qu'on dit ça, donc bravo à eux.
De toute façon, je pense qu'avec un ou deux tours de plus, Hamilton passait devant Leclerc. Donc Oui. finalement, le taf de Vettel a été très. C'est ça, et bravo, bravo en fait. Enfin, voilà. C'est une stratégie Mercedes en fait. Enfin, pardon, c'est une stratégie Mercedes ça, avec Bottas dans le rôle de Vettel et Hamilton dans le rôle de Leclerc. Eh bien, maintenant, on va passer à l'écurie As qui a connu un Grand Prix très difficile, on va pas se mentir. Ça a commencé à partir du 10e tour. Il y avait une bataille dans les points qui impliquait Grosjean, Perez, Gasly, Stroll et Magnussen. Et Kevin Magnussen s'est fait dépasser de partout. Finalement, il est Mm. passé, il est passé des points bien loin. Et c'était pareil pour Romain Grosjean. Les As ont connu vraiment une course difficile. Ouais, avant le EP6 et après avec les médiums, il a eu une baisse de rythme et il finit 15, je crois. Il a dit à la radio qu'il est à la vitesse de pointe et Magnussen il s'est fait dépasser par Giovinazzi, Gasly et tout le monde. Il a fait une course désastreuse. Bon, je pense que si c'est un peu à cause de la voiture qui est vraiment pas bonne. Ils ont complètement loupé sur la qualité de la voiture et ça aujourd'hui quoi. Hier, et ça s'est vu hier. Ouais, clairement, pour revenir sur As, en qualification, c'était plutôt pas mal. Et comme à chaque fois, en course, tout s'effondre. Ouais. Ils pensaient avoir résolu leurs problèmes. Apparemment pas. Euh, c'était Grosjean ouais, qui se plaignait de manque cruel de vitesse de pointe. Et ouais, c'est ça en fait, parce en bout de ligne droite, on voyait à chaque fois Magnussen qui se faisait bouffer par Gasly, Hülkenberg et tout. Et c'est vraiment compliqué. Et les problèmes de Haas continuent. Ouais, en plus, il l'a dit lui-même, Grosjean, en fait, la Haas a d'énormes problèmes à suivre les voitures et ce qui fait qu'ils ont perdu beaucoup de vitesse. Je pense que les pneus ont surchauffé et du coup, ça ramène encore Haas à ces vieux démons et on se demande s'ils arriveront finalement à trouver le compromis parfait entre l'aérodynamisme, entre la bonne température des pneus et du coup, ça devient vraiment compliqué pour eux et on se demande s'ils arriveront à faire un bon week-end entier avant la fin de saison, mais je pense que ça semble être vraiment de plus en plus compliqué. Et ça a toujours été le gros problème de Haas depuis qu'ils sont là en Formule 1 et c'est compliqué. Et Steiner a vraiment un gros défi à relever là. Et on leur donne rendez-vous pour les prochains Grands Prix. Évidemment, As qui a connu un Grand Prix très difficile. Là, va parler des Alfa Romeo. Et bon, là, il y a Antonio Giovinazzi qui a été exceptionnel durant ce Grand Prix. Malheureusement, au dernier tour, il se crache. Mais sa course était remarquable. Là, vous alignez Comment dessus. dire parce qu'en fait, sa course est bonne, crache en fait. Et c'est la dernière chose qu'on lui demande. Et c'est surtout pas la première fois. Et la période aussi à laquelle il se crache, c'est-à-dire le premier Grand Prix après la trêve, il n'a pas forcément sa place C'est sûr. de se cracher dans le dernier tour alors qu'il était dans les points. Et surtout C'est surtout pas le moment. Ouais. En à fait, cause de comme tu Verstappen, dis. mais Raikkonen, ça a pas fonctionné. Enfin, c'était trop compliqué, donc il fallait que Giovinazzi marque des points. Et, et quand Raikkonen marque des points et que Giovinazzi en marque pas, si on inverse la situation, eh ben Giovinazzi il marque quand même pas les points en fait. Et vraiment, Bah, vraiment un coup dur pour Giovinazzi, pour il a son quoi? avenir. Il a que un point.
Il a que un point, Giovinazzi. Ouais. Au Autriche, ouais. classement, il a que un point, Bah, effectivement. Mais surtout, mais quand on voit les Alfa Romeo et on voit ce qu'ils sont capables de faire avec le moteur Ferrari, on a surtout de la frustration parce que on voit des voitures qui sont capables d'être bonnes, d'être très rapides, et au final, on les voit toujours avoir des problèmes assez bêtes au final. On a eu aussi Raikkonen qui a eu le problème au premier tour, malheureusement, mais là, il pouvait pas y faire grand-chose. Et du coup, on se retrouve avec des Alfa Romeo qui sont 8e classement en général, ce qui est beaucoup trop fait par rapport à ce qui pourrait être. Et on les voit surtout derrière des Racing Point qui n'ont quasiment pas impressionné de la saison, à part pendant cette course sur laquelle on va revenir après. bah, c'est ça qui est frustrant en fait. C'est que ce week-end, tu te dis que Raikkonen, vu comme en plus il adore ce circuit de Spa-Francorchamps, il peut prendre de gros points, il peut faire 5e, 6e, quelque chose comme ça. Et tu vois Giovinazzi qui arrive à se mettre dans les points toute la course et qui se plante dans le dernier tour au moment où il fallait pas. Donc ouais, comme tu dis, Nayel, c'est ultra frustrant pour Alpha. Là, c'est un week-end vraiment. Bah, c'est dommage pour les Alfa Romeo. Revenons vite fait sur McLaren avec bah, malheureusement Lando Norris. C'est terrible ce qui lui est arrivé au jeune rookie Ouais, avec cette casse moteur vraiment. c'est super triste parce qu'on l'avait dit en début de podcast, il avait réussi à prendre beaucoup de place et à être 5e pendant la majorité de la course, même l'entièreté de la course. Et voilà, problème de moteur à la fin, c'est extrêmement frustrant. Mais encore une fois, ça montre, on peut en dégager du positif parce que ça montre que Norris est un pilote extrêmement talentueux. Voilà, et à Spa pour sa première année, on voit que le simulateur l'a grandement aidé. Et il a fait une course absolument fabuleuse. Il a réussi à gérer ses pneus, à gérer les arrêts, à gérer la pression des autres. Et au final, à vraiment faire une course vraiment de taulier, de patron, quoi. À tenir sa place pendant toute la course. Et malheureusement, un événement qui est triste, qui lui aurait permis d'avoir des gros points. Mais je pense que c'est un événement qui va peut-être le toucher un peu. Mais je pense qu'il sera de retour bientôt avec Sainz en haut du classement. D'ailleurs, en parlant de. Pour, Vas-y. pour parler de McLaren, c'est toujours bizarre avec eux parce qu'en fait, même quand ils n'ont pas le rythme en essai libre ou en qualification, ben en course, ils sont toujours là en fait. Et Norris qui partait 11e, au début à la fin du premier tour, il maintient ça. Et même mieux, en fait, il augmente son avance à chaque fois. C'était sur Grosjean, puis après Perez. Et, et c'est incroyable. Enfin, ils ont toujours. Et bon, après, c'est Renault, enfin, c'est le moteur qui lâche, et c'est vraiment dommage. Mais le pilote, ça fait. Enfin, les deux font vraiment un bon boulot. Et Sainz aussi, mais bon, Sainz, sa course, elle a duré 100 mètres. Donc, Mais juste pour dire, pour ajouter que Norris, il avait quand même 18 secondes d'avance sur Perez dans le dernier tour. Donc c'était oui, clairement. Mais du coup, c'est vraiment un week-end à oublier pour McLaren. En plus, ils sont quatrième du championnat. C'est ça, ils sont toujours top 4, toujours quatrième. toujours quatrième Ouais. au championnat. Donc là, ils ont vraiment une place à conserver jusqu'à la fin de la saison. Eh bien, maintenant qu'on a parlé des McLaren, un petit mot sur les Racing Point qui, eh ben, quand même, ont tenu leur promesse à Spa. Quand même, elles ont terminé dans les points. C'était remarquable. En fait, j'ai l'impression que eux, enfin, que Racing, ils ont deux courses dans la saison. Spa et Monza, en fait. Et tout le reste, ils sont pas là où on les attend. Et ils sont là où on les attend, voire encore mieux, à Spa et Monza, et ça a toujours été ça avec Force India et tout le temps en fait. Et de Perez, même si ce qu'il fait en fin de course sur Albon, c'est mais bonne course de Perez. Et Stroll, on a déjà parlé des qualifications, mais Stroll en qualification, vraiment, c'est course, c'est aller mieux. Maintenant qu'on a traité tous les éléments de cette course, j'aimerais qu'on revienne au top flop. Donc petit tour de table pour savoir quels sont les tops et les flops de ce Grand Prix pour vous. D'abord Thomas. Top flop, il y aura la course d'Albon, top numéro 1. Je pense qu'on a bien expliqué pourquoi.
Top numéro 2, Leclerc, impeccable, surtout dans ce contexte difficile. Et top numéro 3, peut-être Norris, parce que la performance des McLaren, on n'en a pas assez parlé peut-être, mais ils étaient même force. À un moment, il avait plus de 20 secondes d'avance, donc ça, c'était très bien. Ça, c'est mes tops. Sofiane. Mes tops, la course des moteurs Honda, donc Albon et les deux Toro Rosso. Week-end global de Leclerc, donc des essais aux qualifications, la course, il a été parfait. Et ensuite, l'hommage à Antoine Hubert, c'était vraiment émouvant et c'était bien de tout le monde. Naël. Pour mes tops, donc déjà Albon, voilà, je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il a fait une course vraiment très très bonne et ce qu'on attendait de lui. Évidemment, Leclerc en deuxième, puisque voilà, enfin il gagne sa course et il fait quand même une course assez solide. Et en troisième, je pense qu'on peut mettre Hamilton, puisque il a réussi quand même à faire une course solide alors que les Mercedes n'étaient pas forcément dans le rythme des Ferrari. Et je pense qu'avec un ou deux tours de plus, vu comment il attaquait dans la fin de course, je pense qu'il gagnait. Et au niveau des flops, les As, forcément. Et à contre-cœur, je mets aussi les McLaren, puisque même si ils ont fait une très bonne course, notamment pour Norris, au final, ils finissent tous les deux hors des points et du coup, ça reste un week-end qui est gâché. Et enfin, je mettrai les Alfa Romeo et surtout Giovinazzi qui se plante à la fin. C'est tellement dommage et ça montre encore une fois l'instabilité dans l'écurie. Ricky. Alors en top, je mets le week-end de Charles Leclerc, la course de Norris et la course de Gasly. En flop, je mets As, je mets la course de Max Verstappen, enfin la course, les trois virages. Et après, je mettrai Ricciardo, pardon, la stratégie de Ricciardo en flop. Et puis Kevin. Alors moi, en top numéro 1, je mettrais Norris. Parce que j'ai vraiment kiffé qui domine, enfin, qui gère autant sa course, malgré la fin qui est très dommage. Je mets le week-end entier. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Parfait. Et alors, qui je mets en troisième top, je ne sais pas. Je vois pas. En flop, après, je mettrais McLaren parce que les deux voitures, voilà, c'était de la merde, clairement. Je mettrais la stratégie pour Vettel de Ferrari et Verstappen. Voilà. Verstappen qui fait sa grosse erreur au début, qui nique toute sa course. Et bien pour finir sur ce Grand Prix, on va revenir sur le classement de la course et du championnat. Donc Charles Leclerc qui a remporté son premier Grand Prix devant Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Sébastien Vettel, la 5e place exceptionnelle d'Alexander Albon, 6e Sergio Perez, 7e Daniel Kvyat, 8e Nico Hülkenberg, 9e Pierre Gasly pour son retour chez Toro Rosso, et puis Lance Stroll la 10e place. Au classement du championnat, ça ne change pas. Lewis Hamilton reste premier avec 268 points. C'est dire à quel point il va être champion du monde. Hein. On peut s'aligner là-dessus. Valtteri Bottas est deuxième, Max Verstappen troisième, quatrième Sébastien Vettel, cinquième Charles Leclerc, sixième Pierre Gasly, septième Carlos Sainz, huitième Daniel Kvyat et puis neuvième Kimi Räikkönen. Alexander Albon est également dixième du championnat. Le prochain Grand Prix aura lieu ce week-end à Monza, le 8 septembre, et c'est pour ça qu'on va tout de suite passer au Grand Prix de Monza pour terminer ce débrief. Jingle! Le Grand Prix d'Italie, c'est donc ce dimanche à Monza, ce sera la 14e épreuve de ce championnat du monde, 53 tours prévus pour ce Grand Prix, le temple de la vitesse avec 5,7 km de longueur et puis 306 km de distance de course, donc les pilotes seront de retour à Monza, un circuit moteur encore une nouvelle fois avec une course à la clé pour Ferrari vu qu'ils seront à domicile. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de ce tracé? Qu'est-ce que vous voyez comme gagnant à Monza? Et puis surtout au niveau de la stratégie
des pneus, on va en parler vite fait, mais d'abord, je vais vous demander votre avis sur l'Italie. Thomas. L'Italie, c'est la plus belle ambiance de la saison. C'est là où il y a la plus grosse passion, je pense, pour la F1 finalement. Bon, c'est logique avec les tifosi. Puis en termes du circuit, de toute façon, on sait le tous, hein, c'est l'un des monuments de la saison parce que c'est l'un des 5 plus grands circuits de la saison. C'est là où il y a les plus grosses vitesses de pointe. C'est la référence ultime sur ce plan-là. C'est la référence ultime aussi pour les freins parce que il y a 3 gros freinages au moins avec la chicane, la première chicane, la deuxième chicane, la parabolique. C'est pas un circuit qui est techniquement difficile, mais c'est un circuit qui est très usant. Donc pour les mécaniques, parce qu'on tire beaucoup dessus, que ce soit ou le moteur ou les freins. Bon, est-ce que vous voulez quelque chose à rajouter? Quelque chose à rajouter sur ce circuit de Monza? Bah, Vas-y. tout simplement c'est le circuit le plus rapide de la saison et on s'apprête du coup à avoir une belle course et à avoir des moteurs être récompensés, les meilleurs moteurs être récompensés. En tout cas, c'est ce dimanche 8 septembre sur ce tracé magnifique de Monza. Du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu vite fait de la stratégie des pneus. Donc Pirelli, la semaine dernière, a publié la stratégie pour le Grand Prix d'Italie. Elle est un petit peu différente du côté des Mercedes. Lewis Hamilton va partir avec 2 trains de pneus durs comparé à Bottas qui va en partir un seul. Au niveau des médiums, Hamilton va partir avec 3 trains de pneus de médium comparé à Bottas qui va en partir avec 4. Mais celui qui a la stratégie la plus agressive, entre guillemets, c'est quand même Max Verstappen qui va partir avec un train de pneus durs, 2 trains de pneus médium et 10 trains de pneus les C4, c'est-à-dire les softs. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie. Est-ce que ça peut aider Max Verstappen, qui va d'ailleurs partir avec la Spec 4 du moteur Honda. Est-ce que vous pensez que ça peut l'aider pour ce Grand Prix? Est-ce qu'il pourrait finir sur le podium? Est-ce que ça peut l'aider pour réaliser un magnifique week-end? Pas que Monza Non, soit un je crois. circuit très dépendant des pneus en fait. Donc je pense pas que ça va jouer vraiment sur la stratégie. Monza c'est assez simple, hein. C'est un arrêt. Puis voilà, hein. Je pense pas que Monza c'est pas un circuit qui use énormément les pneus. Non. Donc je pense pas que ça va le jouer là. C'est surtout par rapport au fait qu'il partira. Donc ça va être surtout un travail de rythme de course. Ça en fait c'est comme ce qu'a fait Albon. Il va faire pareil en Italie. Donc ça va être beaucoup de travail sur le rythme de course et avec la nouvelle spécification et enfin il y a aucune chance qu'il fasse podium et il fera 5e ou plus s'il y a un abandon devant, mais sinon voilà, ce sera ça sa course. Eh bien, du coup, maintenant que on a parlé des pneus, j'aimerais, voilà, petit tour de table pour finir ce podcast sur le podium que vous voyez pour Monza. Je commence, Thomas. Podium, alors j'ai envie c'est le cœur qui parle aussi, mais j'ai envie de miser sur Vettel en premier. Après je verrai Leclerc deuxième et puis Hamilton troisième. Bon, bah pourquoi pas. Sofiane, Alors moi je suis comme Thomas, donc je veux dire Vettel premier, Ouais. deuxième et Leclerc troisième. Ricky, Vettel premier, Hamilton tête second et Leclerc troisième. Nayel, Moi, je prendrais un gros pari et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est son pilote préféré, mais je pense vraiment qu'Hamilton va être revanchard. Je le vois gagner à Monza comme l'année dernière. En deuxième, je vois Leclerc qui, je pense, va être dans le rythme de sa course à Spa. Et en troisième, je vois un Max Verstappen qui va faire, selon moi, un très bon. et puis Kevin. Alors moi, je vois un Leclerc qui finit premier, que je pense et j'espère un Lewis Hamilton deuxième, et Vettel qui est donc Ferrari, donc qui finira troisième. Voilà, ça l'aidera.
Ben écoutez, je vous rejoins un petit peu sur ce que vous dites. Je pense, moi personnellement, j'aimerais beaucoup que Sébastien Vettel remporte ce Grand Prix. Puis en plus, c'est les terres de Ferrari, et puis ça fait bien longtemps qu'on l'a pas vu gagner. Donc je pense qu'il va être Bien longtemps premier. que... Ça fait bien longtemps que Ferrari n'a pas gagné à Monza aussi. Ouais, c'est vrai, depuis Alonso, ouais. 2010, ouais. Alonso. C'est ah c'est ça, voilà, ça remonte. C'était Ça voilà. Ça fait sauverait très longtemps. l'honneur. Ouais, c'est vrai que ça sauverait l'honneur de la Scuderia. En plus, ils ont gagné à Spa, donc pourquoi pas une victoire à Monza. Au moins, ils auront remporté les grands prix clés de leur saison, quoi. Ce sera mais en tout cas, on verra bien. Ce sera ce dimanche 8 septembre. Et puis on sera là la semaine prochaine hein, pour le débrief. Eh bien, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie d'avoir été là, messieurs. Merci à toi, Thomas. Ton arrobase. Mon arrobas, Tbordeaux33 sur Twitter et merci à tous. Eh bien, Sofiane, ton arrobase. Merci à toi d'avoir été là. Mon arrobase, c'est TheCityCoon sur Twitter et c'était un plaisir d'être avec vous. Bien, merci à toi. Naël, ton arrobase. Mon arrobas, c'est Acrey et 2 Eh bien, merci d'avoir été là, Naël. Merci. Ricky, ton arrobase. Et Ricky22, tout simplement. Et merci. Eh bien, merci à toi. Et puis, Kevin, ton arrobase. Alors, c'est Guidimo. Et mais merci à tous d'avoir été là. Eh bien, c'est vous que je remercie finalement pour ce podcast. Petit mot juste avant de finir ce podcast. Encore une fois, on le rappelle et c'est très important de le souligner, mais on pense très très fort à la famille d'Antoine Hubert et à lui après ce drame qui s'est produit ce week-end. C'est vrai que c'était vraiment pas facile, voilà, que ce soit pour nous, pour la communauté, pour voilà, le monde du sport automobile. Et puis, c'était vraiment c'est vraiment très très sympa qu'on puisse voilà, porter cet hommage. C'est vraiment quelque chose voilà, qu'on a voulu faire. Et voilà, c'est quelque chose qui ne devrait jamais arriver en sport automobile. Mais comme on l'a dit au début, le risque zéro n'existe pas finalement en sport automobile. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix d'Italie. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, surtout, le plus important, prenez soin de vous. Et à la semaine prochaine. Et puis, sortez couverts. Bisous.